Aujourd'hui, nous allons parler de comment retrouver sa sécurité intérieure. Et pour discuter de ce sujet, comme vous avez pu le voir sur la vignette, je ne serai pas seule puisque je suis accompagnée d'Eva Ellinger, qui est une psychologue qui travaille avec une approche psychocorporelle qui s'appelle la somatic experiencing. Eva est spécialiste en psychotraumatologie et accompagne plus particulièrement des personnes vivant avec une maladie chronique. Cette vidéo rentre dans le cadre d'une série de 3 vidéos qui portent sur le système nerveux et sur l'importance de réguler son système nerveux pour retrouver une meilleure santé. Et j'ai trouvé vraiment pertinent d'être accompagnée d'Eva pour nous partager son expertise sur ce sujet, puisque vous êtes beaucoup à me parler, me demander souvent des outils pour mieux réguler le système nerveux. Et Eva va vous expliquer comment on peut retrouver sa sécurité intérieure, par quoi ça passe, et nous expliquer plus particulièrement comment elle travaille dans le cadre psychothérapeutique pour amener les personnes qu'elle accompagne à retrouver cette sécurité intérieure. Alors je précise que cette vidéo porte sur la somatic experiencing, mais qu'il existe d'autres approches psychocorporelles qui vont travailler avec la conscience de nos sensations corporelles pour pouvoir retrouver en sécurité, retrouver en espace dans notre système nerveux, retrouver en flexibilité. Mon propos dans cette vidéo n'est pas de dire qu'il faut absolument, si vous consultez un psychothérapeute, allez consulter quelqu'un qui a cette pratique-là, mais c'est de vous montrer surtout une autre manière de travailler et que la consultation psy n'est pas forcément ce que vous imaginez. Bonjour Eva, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir discuter ensemble de ce grand thème de la sécurité intérieure. Merci Aurore à toi, franchement je suis ravie de faire ça avec toi en particulier. Oh merci. Alors comme je disais en introduction, vraiment moi ça m'intéressait de parler de ça avec toi parce que de par ton parcours, de par ce que tu as vécu, de par ta pratique professionnelle, la sécurité intérieure, c'est vraiment quelque chose que tu mets au cœur de ta pratique, de comment faire pour retrouver la sécurité intérieure et de comment on peut la retrouver, de son importance, de comment on peut travailler avec le corps et de comment c'est important de travailler avec le corps quand on est avec une maladie chronique. Et du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et expliquer finalement ce qui t'a amené, toi, à te dire, finalement, je vais aller explorer ça, je vais aller explorer, travailler avec mon corps. Alors je souris parce qu'en fait ce qui m'a amené à ça c'est qu'un jour je me suis dit ah mais t'as un corps en fait. Voilà, donc, donc je suis toujours un psychologue clinicienne, donc avec un parcours voilà, d'études classiques, j'ai travaillé en institution et voilà, et ça se passait plutôt bien. Puis je suis tombée malade, donc plusieurs maladies chroniques. C'est là donc que j'ai découvert que j'avais un corps et que je l'avais un petit peu ignoré, pas forcément fait exprès, mais parce que voilà, c'était vraiment purement de l'ignorance. Donc, quand je suis tombée malade et que c'était des maladies pas forcément connues, donc j'ai essayé un peu de me renseigner, j'ai été curieuse et là j'ai découvert non seulement que j'avais un corps, mais le lien avec la psyché. Et pendant que j'étais malade, je me disais, bon, le jour où je peux retravailler, mais comment je vais faire? Comment je vais faire en tant que psychologue clinicienne pour intégrer tout ce que je suis en train d'apprendre dans ma pratique? Donc, c'est un grand point d'interrogation. Et puis là, j'ai découvert la somatic experiencing et là, ça a fait tilt. Et là, j'ai su que quand je reprendrai le travail, eh bien, je reprendrai avec mon bagage de psychologue clinicienne plus quelque chose de nouveau, hein, parce que la somatic experiencing, c'est une thérapie psychocorporelle de résolution naturelle du trauma, donc psychocorporelle. Voilà. Donc là, tout est dit à ce niveau-là. Après, pour répondre à ta question sur la notion de sécurité intérieure, c'est sûr que déjà en tant que psychologue clinicienne, évidemment que c'était déjà au cœur de mes préoccupations, de ma pratique, etc. Euh, voilà, je le prenais en compte, je le travaillais avec les personnes que j'accompagnais, c'est évident. Mais je me suis rendu compte, hein, avec la découverte notamment de la somatic experiencing, que c'est comme si en fait ce travail n'était pas suffisant. Alors après, je ne dis pas qu'il n'est pas suffisant pour tout le monde. Il y a des gens qui vont en thérapie classique et puis ça va très bien, ça se passe très bien, ils évoluent, ils sont très satisfaits et tant mieux. Et il y a toute une part d'autres personnes pour qui ça ne va pas suffire parce que cette notion de sécurité intérieure, justement, elle se passe certes dans la psyché, donc on peut discuter, on peut changer notre manière de voir les choses, etc. Mais elle se passe aussi dans la physiologie.
Et ça, une thérapie par la parole, eh ben, va pas aller travailler là. Elle peut, par effet, toucher la physiologie, et c'est pour ça que ça fonctionne pour certaines personnes, mais elle ne va pas travailler avec la physiologie. Donc, quand ça ne suffit pas, bah, si on ne va pas travailler à cet endroit-là, bah, voilà, ça reste compliqué. Oui, parce qu'il faut préciser, et c'est pour ça que cette vidéo s'inclut dans le cadre des 3 vidéos que j'ai fait sur le système nerveux. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je le remettrai en fiche en haut les 2 premières vidéos. Il faut préciser que la somatic experiencing va vraiment travailler via notre système nerveux. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment une thérapie qui est centrée sur, comme tu dis, la résolution du trauma, mais par le biais d'une réponse qui est une réponse automatique de notre système nerveux. Alors tu vas mieux l'expliquer que nous, vu que tu es spécialisé. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est la somatic experiencing? La somatic experiencing, justement, donc c'est une thérapie psychocorporelle qui, comme tu le dis, va travailler au niveau du système nerveux. Le système nerveux autonome. Donc, par définition, il est autonome. Donc, voilà, il fonctionne tout seul. Donc, qu'est-ce que va faire la somatic experiencing? On va travailler à créer les conditions nécessaires et suffisantes pour que, au niveau du système nerveux autonome, les personnes, enfin, le système va pouvoir passer d'un état de combat-fuite, figement permanent, à un état de sécurité et de détente. Et c'est à cet endroit-là, quand on est dans cet état-là, que les choses peuvent évoluer, peuvent se résoudre, peuvent se mettre au travail. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour répondre à ta question. Pour moi, c'est clair parce que je connais, mais je pense que de toute façon, on va aller dans le détail de ta pratique, donc je pense que ça va devenir tout de suite très clair pour les gens. Peut-être tu peux nous expliquer justement comment toi tu expliques à tes patients aujourd'hui. On va travailler avec le corps. Parce que c'est vrai que la vision qu'on a du psychologue, qui est encore très ancrée chez nous de toutes ces années de psychanalyse, mais aussi des thérapies qu'on propose aujourd'hui, c'est vraiment, on arrive, on se pose, on parle, on élabore, on discute, on explique, bien sûr, on se connecte à nos émotions aussi, mais on n'est pas vraiment dans le corps, on est encore dans quelque chose de très narratif. Comment t'expliques à tes patients quand tu commences à leur dire eh bien, on va aller voir ce qui se passe dans le corps, ce que vous ressentez, on va ralentir, on va prendre le temps. Comment tu leur expliques, toi, l'intérêt de tout ça et comment se passe la première séance finalement avec toi? Tout à fait. Alors, pour répondre à ta question, le corps, alors en plus, moi je travaille en visio, donc les gens ont une double question, parce que se dire, ouais, attends, on travaille sur le corps et on est à distance. Parce qu'en fait, on ne va pas travailler sur le corps. Moi, je touche personne. Ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler sur la conscience des sensations corporelles. Et la conscience des sensations corporelles, ça passe par le mental. Hein. Donc, en somatic experiencing, c'est donc psychocorporel, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas uniquement tout ce qui est sensation. On va travailler la conscience des sensations, on va travailler avec les émotions, on va travailler avec le mouvement, on va travailler avec les pensées. La différence avec une thérapie classique, c'est que, par exemple, tu vas me dire, bon ben voilà, moi quand je pense à ça, ça me stresse. Et ben moi, je vais te demander, à, à quel endroit du corps il se passe quelque chose quand tu es en train de me dire ça maintenant? Hein, parce que c'est aussi important de dire qu'on travaille sur la physiologie au moment où on est ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma physiologie quand je pense à un événement? Qu'est-ce qui se passe dans ma physiologie quand mon corps, quand il y a un mouvement qui se fait, quand il y a une contraction, par exemple, hein, voilà, quand on a peur, par exemple, hein, voilà, il y a quelque chose qui va se contracter ou une douleur. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Donc, la conscience des sensations corporelles va permettre deux choses. Déjà, de savoir ce qui se passe, hein, d'être au courant, d'être informé, et puis aussi de pouvoir travailler sur ce qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir demander aux gens, bon ben voilà, euh, donc toujours dans cette notion que quand il y a quelque chose de difficile qui se passe, on va créer les conditions de sécurité et de ressources nécessaires pour que cette contraction, cette douleur, cette tension lâche, parce que ça veut dire que du coup, la protection lâche, mais d'elle-même. Hein. Donc, on va utiliser notamment l'imaginaire, hein, celui qui fonctionne tellement bien dans l'anxiété, hein, pour faire des films et tout, et tout. Eh ben, on va l'utiliser à notre avantage.
Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand là, par exemple, si tu as une contraction, je te demande, ben, c'est quoi l'inverse de cette contraction? C'est quoi l'image inverse? Puis là, tu vas me dire, par exemple, ben voilà, moi je vois un soleil. OK. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu vois un soleil? Ça va apporter là suffisamment de ressources, suffisamment de détente pour qu'il y ait un peu d'ouverture et puis qu'on puisse continuer le travail. Donc, il s'agit en aucun cas de, comme on peut le faire et qui fonctionne et qui est utile, hein, mais de faire changer la sensation pour juste bah, aller bien. Hein. C'est, par contre, c'est pour permettre d'aller plus loin, hein, permettre de ne pas être arrêté parce que la physiologie se referme, parce que la physiologie se remet en protection. Oui, puis en faisant ça, tu décorrèles aussi le fait que la sensation est quelque chose de dangereux. Tu donnes le signal que ça peut être quelque chose Absolument. de sécure, quelque chose qu'on accueille même si c'est désagréable. Et ça, c'est quelque chose parce que on n'en a pas parlé tout de suite, mais toi, tu travailles principalement avec les gens qui vivent avec une maladie chronique et où du coup, la sensation est devenue forcément le symptôme et est quelque chose d'extrêmement dangereux et codé dangereux dans le cerveau. Donc, en travaillant par ce biais-là, par la conscience, par ce qu'on appelle l'interoception, tu amènes les gens aussi à pouvoir, comme tu dis, enlever la protection, enlever la contraction et pouvoir se détendre et pouvoir donner une nouvelle interprétation Voilà. finalement. Et tu vois, par exemple, dans le travail, à ce moment-là, je vais demander aux gens, qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous observez qu'il est possible, en quelques instants, de passer d'une sensation ben voilà, désagréable, douloureuse, à une sensation agréable. Ah, ben là, il y a tout de suite aussi quelque chose qui s'ouvre parce qu'on a perdu, hein, quand on est comme ça, en tension permanente, en douleur permanente, on a perdu la capacité de penduler de quelque chose de difficile à quelque chose de, voilà, de plus fluide, de plus agréable, de plus doux. Oui, et ça c'est l'un des grands principes de la somatic experiencing. Absolument, absolument. Et puis c'est là où c'est intéressant parce que vivre les choses dans le corps, c'est super, bah, c'est super, ça fait du bien, etc. Mais prendre le temps de porter la conscience sur ce qui est en train de se passer, d'agréable évidemment, parce que quand c'est désagréable, de toute façon, le mental le fait tout seul. Hein, mais prendre le temps de prendre conscience de ça, de savourer, etc., ça augmente la banque de données d'un dossier sensation agréable, comme tu dis, bah, qui n'est pas là, qui n'existe pas. Hein. Donc, et au fur et à mesure que cette banque de données va aussi grandir, quand le cerveau va faire des équations, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe et tout, il n'aura pas forcément tout de suite la réponse, oh là là, au secours, il se passe un truc, c'est horrible. Voilà. Donc il y a aussi ce bénéfice dans le travail voilà, qu'on peut faire en somatic experiencing, vraiment d'augmenter cette banque de données de, ouais, ok, c'est pas tout le temps comme ça. Ouais, ok, ça peut être comme ça, agréable et doux. Hein. Et aussi, c'est pas dangereux. Parce qu'il faut aussi se dire que, en général, quand on est comme ça, c'est qu'on est en réponse à la menace constante, en hypervigilance constante. Donc la détente, c'est pas forcément quelque chose vers quoi on va aller. Hein. Quand on a toujours la sensation qu'il y a un lion dans la pièce, puis je te dis, vas-y, détends-toi, bah non, tu vas pas te détendre, ce qui est tout à fait normal. Donc, quand on est accompagné pour faire ces expériences, ces petites expériences au début de, OK, là tout de suite, on peut se détendre et c'est pas dangereux, voilà. Et ben voilà comment la sécurité interne commence, voilà, à se développer. Et parce que, enfin, euh, j'allais dire pour les patients que ça accompagne, mais j'imagine pour tout type de patient qui vient consulter un psychologue, un psychothérapeute qui est en souffrance, la sécurité intérieure, c'est vraiment quelque chose qui a été perdu, cet accès à la sécurité intérieure. Et j'allais dire encore plus quand on vit avec une maladie chronique, parce que le corps peut devenir l'endroit, le lieu qui est le lieu de menace, le lieu de danger. Comme tu le dis, cet endroit-là, on le porte toujours avec nous. Donc forcément, c'est pour ça que j'avais envie de t'avoir avec moi pour montrer aux gens comment on peut travailler avec ça, parce que souvent quand je dis aux gens, allez, n'hésitez pas à pousser la porte d'un psychologue, d'un psychothérapeute, ils disent oui mais mon problème il n'est pas dans ma tête, il est dans mon corps, mais on peut travailler avec ça aussi, et toi c'est ce que tu fais tous les jours avec tes patients. Absolument. Oui, oui, tout à fait. Bah, tu vois, la première intention dans les séances que je propose, et ça c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose, c'est je dis bonjour aux gens, mais je suis pas très polie, je leur demande pas comment ils vont. Par contre, je leur demande est-ce que vous êtes assis confortablement? Ensuite, je leur demande comment c'est dans vos sensations quand vous vous apercevez que c'est suffisamment confortable. Évidemment, on peut les accompagner pour qu'ils trouvent voilà, que ce soit confortable.
Ensuite, je vais leur demander bah, à quel endroit votre corps est soutenu. Hein. Et donc, il y a toujours un endroit où le corps est soutenu. Que ce soit les pieds, les fesses, le dos, voilà, les coudes. Commencez dans vos sensations quand vous observez que votre corps est soutenu. Et là, il y a tout de suite quelque chose qui va se déposer parce que ça veut dire, OK, il y a quelque chose qui me soutient, OK, donc il y a de la sécurité. Le corps le sent, le mental est au courant, et là, il y a quelque chose qui peut se déposer. Seulement après, je leur demande comment ils vont. Oui, j'allais dire, après toi, tu peux faire vraiment ton travail de, Ah, c'est de- ça, parce que commencer une séance avec du ça va pas, c'est difficile, etc., bah, ça ne fait qu'alimenter ce cercle de c'est difficile, ça va pas, etc. Et moi, j'aurais beau bah, calmer le jeu au niveau mental, le corps, s'il est tout de suite comme ça, là, au secours, ça va pas marcher. Alors que si on prend le temps vraiment hein, de permettre aux personnes d'arriver, de se poser, de se sentir dans leurs sensations en sécurité, que leur mental observe qu'effectivement, dans les sensations, c'est OK. Alors là, vraiment, il y a quelque chose qui switch, ben, comme on disait tout à l'heure, hein, du côté de la sécurité, au niveau du système nerveux autonome, du côté du ventral, où là, on est dans la connexion, on est plus dans l'ouverture et on peut bosser. Oui, parce que ce que je disais, ce qu'il faut préciser aux gens, c'est que, alors quand on parle de ventral, peut-être les gens ne savent pas de quoi on parle. Je remettrai de toute façon des vidéos où j'en ai parlé, mais peut-être tu peux nous expliquer, toi, avec tes mots, bah, ce fonctionnement du système nerveux et comment, bah, quand on vit avec une maladie chronique ou quand on fait face à des difficultés ou quand on a vécu des traumas ou des problématiques d'attachement, et ben notre système nerveux il switch et il a tendance à détecter toujours le danger et il n'arrive plus à se connecter à cette zone de sécurité qui est justement le système nerveux autonome, la partie ventrale de notre système nerveux parasympathique qui nous permet de nous reposer. Alors j'imagine que toi t'expliques tout ça à tes patients. Est-ce que tu peux nous l'expliquer comme si j'étais une de tes patientes qui arrive pour la première fois? Donc, bah, ce que je pourrais dire, c'est, bah, moi, j'utilise frein accélérateur, frein à main. Voilà. Et je pars toujours de tout ça, c'est normal, c'est-à-dire la physiologie, hein, le système nerveux autonome, il est fait de façon tout à fait programmée, c'est comme ça, hein, pour accélérer quand il y a besoin d'accélérer, hein, s'il y a besoin de courir, de fuir, etc. Il y a un enfin, il y a un frein, hein, voilà, et puis du coup, bah, quand on a besoin de courir, on court, et puis quand on est un peu fatigué, on ralentit. Voilà. Donc ça, c'est le frein accélérateur. OK. Donc ça, c'est quand tout va bien, ça fonctionne comme ça. Parfois, voilà, il va y avoir un danger, donc il va y avoir vraiment un gros coup d'accélérateur. Hein, imaginons toujours cette histoire du lion dans la pièce, alors il va falloir se mettre à courir. Sauf que bah, on est bloqué, on ne peut pas courir. Je sais pas moi, par exemple, bah, voilà, il n'y a pas de porte pour sortir, donc on est bloqué. Donc là, il y a le frein à main qui va vraiment s'activer. Donc pour moi, moi j'appelle ça voilà, la réponse à la menace ultime. On ne peut rien faire, alors on va faire le mort. Hein, on va laisser vraiment les fonctions de base, les fonctions vitales hein, bah, fonctionner, mais c'est tout. En gros, on respire et le cœur y bat, quoi, c'est tout. Hein, par exemple, les intestins, bah, ils ne fonctionnent plus. Par exemple, on ne peut plus penser. Voilà. C'est un mécanisme de protection. Donc, on a l'accélérateur qui s'est mis à fond la caisse, on a le frein à main qui est tiré. OK, voilà. Et normalement, quand tout va bien, quand le lion est parti, le frein à main, il se relâche, l'accélérateur, il descend, puis on va pouvoir se reposer. Sauf que, alors déjà, c'est rarement le cas, rien que parce que notre mental, lui, eh ben voilà, il fait des films et tout. Mais dans la maladie chronique, par exemple, bah, c'est rarement le cas parce qu'en fait, il y a tellement souvent hein, cette accélération parce qu'il y a du danger, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça fait mal, parce que c'est trop, que du coup, bah, ce frein à main, il s'active, mais après, à un moment donné, il va rester comme ça, quoi. Le problème dans ça, c'est que il y a énormément d'énergie qui est utilisée hein, pour l'accélération, et il y a énormément d'énergie qui est utilisée pour tenir ce frein à main. Donc ça fait qu'en fait, il y a énormément d'énergie qui n'est plus disponible bah, voilà, pour faire ce qu'on a à faire, etc. D'une part. Et d'autre part, comme je disais, bah, les fonctions vitales de base sont préservées, mais c'est tout. Hein. C'est pas là qu'on se met à réfléchir, c'est pas là qu'on se met à récupérer, c'est pas là qu'on se met à guérir. Euh, voilà.
Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe dans la maladie chronique, quand il y a des chocs, quand il y a des traumas complexes, etc. Et le fameux système ventral dont je parlais, c'est le frein habituel, c'est-à-dire celui qui, quand il n'y a pas de figement, bah voilà, il freine à un moment donné, puis il dit bon ben voilà, là, on va le calmer de jeu, tout est ok, on va s'asseoir, on va se reposer, on va laisser nos petites cellules guérir, etc. Voilà. Voilà. Sauf que celui-là, pour qu'il puisse être mobilisé, bah, il faut qu'il y ait de la sécurité. Hein, il y a personne qui va, voilà, quand il y a un lion dans la pièce, on va pas s'allonger, les doigts de pied en éventail, puis se dire, allez, je vais digérer. Ben non. Oui, et toi, ton travail, c'est d'amener les gens à retrouver les conditions pour réaccéder à cet endroit-là, finalement. Et, et dans la maladie chronique, pour permettre justement de ne pas rajouter encore d'autres symptômes qui seraient des symptômes là, liés plus, non pas à la maladie chronique, on va dire, initiale, au déclencheur initial, mais au figement qui s'est fait par la suite. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe. Non, non, mais c'est tout à fait ça, hein. La fatigue, parce qu'il y a la fatigue de la maladie, mais il y a la fatigue du vieillement. Il y a les douleurs. Il y a des douleurs qui sont liées à la maladie, puis après, il y a les douleurs de toutes ces contractions musculaires hein, qui restent comme ça tout le temps en tension. Voilà, enfin, il y a notamment ça, quoi, vraiment. Et c'est pour ça que j'explique aussi que ben, moi, je ne suis pas là pour guérir la maladie initiale, euh, mais vraiment pour améliorer les conditions de vie des personnes, parce que dès qu'on trouve un peu d'énergie, ben, c'est quand même pas la même vie. Dès qu'on a un peu moins mal, c'est pas la même vie. Dès qu'on retrouve un peu de capacité à fonctionner psychiquement, c'est pas la même vie. Alors oui, justement, je voulais discuter avec toi, avoir ton avis, voir si ton avis était le même que le mien ou si tu pensais différemment et pourquoi. Beaucoup de gens, alors ce qui est très bien, c'est qu'on parle de plus en plus de la régulation du système nerveux et de son impact pour notre santé. Et du coup, on parle de plus en plus du nerf vague, de la stimulation vagale, et beaucoup de gens aujourd'hui se disent bon bah je vais faire des exercices de stimulation de mon nerf vague et puis je vais retrouver la santé parce que mon nerf vague fonctionnera mieux. Et moi il y a beaucoup de gens qui me demandent de donner des exercices de stimulation que je ne donne pas parce que je considère que la première chose à faire c'est vraiment de retrouver sa sécurité intérieure et c'est pas parce qu'on fera des exercices qu'on va retrouver sa sécurité intérieure. Est-ce que tu penses la même chose? Est-ce que tu penses différemment? Est-ce que toi, tu as des patients qui se font ces demandes? Est-ce que tu proposes des exercices? Enfin, voilà. Quel est ton avis là-dessus? Je suis d'accord avec toi et je vais même rajouter encore un peu quelque chose. Déjà, c'est vrai, c'est vraiment vrai que les exercices, la plupart en tout cas, sont faits pour fonctionner, tout comme les accompagnements, les pratiques, c'est vrai. Parce que ça va dans le sens, dans le bon sens, hein, dans le sens, comme tu disais, hein, voilà, de stimuler ce qui doit être stimulé et de calmer ce qui doit être calmé, etc. Donc, sur le principe, c'est vrai. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que ça marche pour certaines personnes. Après, quand une personne est dans un état d'activation trop intense ou de figement permanent, eh ben, ça peut ne pas fonctionner. Parce qu'en fait, justement, les conditions ne sont pas réunies pour que ça fonctionne. Je reprends toujours mon histoire du lion dans la pièce. Quand on a un lion dans la pièce, on vous dit asseyez-vous, faites de la cohérence cardiaque, ça ne peut pas marcher. Voilà, ça ne peut pas marcher. Voire ça peut empirer. Exactement. Et c'est pas à cause de la cohérence cardiaque, hein. C'est que les conditions ne sont pas réunies. Donc déjà, c'est quand même très important de pouvoir retrouver suffisamment à la fois de sécurité et de ressources, parce que mine de rien, il faut un peu de ressources pour être suffisamment disponible psychiquement pour faire ci ou pour faire ça, notamment. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la sécurité interne. Après, il y a encore autre chose. C'est qu'en fait, alors, on a une boîte à outils super avec plein de trucs et c'est génial, tant mieux, ça existe et puis bah, c'est super. Mais en fonction de l'état du système autonome autant T, il n'a pas forcément besoin de la même chose qu'hier à la même heure. Le fait de pouvoir créer les conditions de sécurité suffisantes et nécessaires va permettre à la physiologie de nous indiquer de quoi il y a besoin. Parce que des fois, on est très activé et il y a besoin de calme. Mais parfois, on est très activé et il y a besoin, au contraire, de décharger.
Mais des fois, décharger, ça va alimenter, l'activation. Donc, il faut vraiment pouvoir créer les conditions de base, vraiment nécessaires, de sécurité de ressources. Et là, ça s'apprend. Le corps va nous dire, bah ouais, voilà, j'ai besoin de ça ou de ça. Donc vraiment, toutes ces pratiques, tous ces outils sont super, sous réserve que les conditions de sécurité de ressources soient présentes. Tu me poses la question pour quand je travaille voilà, avec les patients. Par exemple, il y a des gens qui me disent, ben voilà, moi on m'a dit l'orientation, c'est super important. S'orienter dans une pièce, et c'est vrai. Et on me dit, bah, sauf que moi, ça ne fonctionne pas. Tu peux peut-être préciser ce qu'est l'orientation, parce que moi je sais ce que c'est, mais les gens ne le savent peut-être pas, la réponse d'orientation. Tout à fait. L'orientation, voilà, quand on est en danger comme ça, voilà, on est focus, voilà, soit sur le danger, soit il faut courir dans l'autre sens. Donc, vraiment, on est focus. Prendre le temps, voilà, de regarder où on est, de se dire, ah bah ouais, là, je suis chez moi, ah bah, il y a ce tableau qui est super bien pour moi, on est à telle date, donc aujourd'hui, bah, c'est censé t'informer, informer ta physiologie, informer ton mental que là, tout de suite, il n'y a pas de danger, tu es chez toi, c'est OK, tout va bien. Voilà. Sauf que ça marche si justement les conditions sont réunies pour que ça marche. Si dans ton mental, il y a un lion derrière toi, tu vas pas prendre le temps, ça va pas marcher de prendre le temps, alors que même si tu t'arrêtes, vraiment, tu regardes, eh non, il y a le truc là derrière, au secours, il y a un truc derrière là qui va m'attaquer. Donc, l'idée dans ce cas-là, c'est comment je crée les conditions de sécurité suffisantes et nécessaires pour que déjà ça puisse fonctionner, ça c'est la première chose. Et puis des fois, le chemin pour accéder aux sensations, comme on disait tout à l'heure, n'est plus aussi facile de sentir dans mon corps qu'est-ce qui se passe quand j'observe que je suis chez moi, qu'on est en 2024 et qu'on n'est pas jadis quand il m'est arrivé quelque chose. Pour trouver ce chemin au niveau des sensations, des fois, voilà, c'est coupé. Et c'est là en thérapie qu'on peut réapprivoiser ce chemin et permettre d'accéder aux sensations. Voilà. Donc ça, c'est pour cette réponse-là, ou des gens qui me disent, bah ouais, moi je fais du shaking. Ah oui, mais moi, quand je fais du shaking, en fait, ça m'énerve encore plus. Bah oui, parce que peut-être que ta physiologie, à ce moment-là, c'est pas de shaking qu'elle avait besoin. Oui, je reprécise aussi le shaking pour les gens, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est ce qu'on appelle, c'est la technique, alors c'est TRE en anglais, mais je sais pas, voilà, et qui consiste à décharger le trop-plein d'activation pour justement ne pas aller en figement, normalement, dans le principe, et qui va faire qu'on se met dans les conditions pour se mettre à trembler et à décharger tout ça. Mais, comme tu le dis, ça ne convient pas à tout le monde parce que le corps n'a pas forcément besoin de ça pour certaines personnes à ce moment-là. En plus, à ce moment-là, quoi. Parce que c'est pas seulement, par exemple, la cohérence cardiaque, moi, ça me convient tout le temps. Non, des fois, ça va me convenir et des fois pas. Donc, vraiment, c'est super que ça existe, tout ça, parce que c'est pensé, vraiment, c'est pensé, système nerveux autonome, donc c'est chouette. Voilà. Donc, la seule chose après, c'est quand ça fonctionne, évidemment, on se pose pas de questions, on le fait, c'est parfait. Mais quand ça fonctionne pas, voilà, c'est pas forcément la technique, la pratique qui ne fonctionne pas, c'est que les conditions sont peut-être pas réunies. Et donc ça, oui, effectivement, ça, on peut le travailler en SE, puisque au fur et à mesure que les séances avancent, les personnes arrivent à avoir une certaine autonomie pour créer elles-mêmes ces conditions. Avant, éventuellement, une autorégulation, donc qui serait toute seule, mais déjà, au bout d'un moment, voilà, les personnes sont capables de, OK, comment je fais pour créer les conditions, voilà, pour que je sente qu'il y a de la sécurité et pour que mon mental soit au courant. Et déjà aussi, comme tu l'expliquais tout à l'heure, pour sentir où elles en sont, elles, dans leur corps, au niveau de leur activation, sur ce qui est en train de se passer aussi. Et tu as cité quelque chose dont on n'a pas parlé, j'ai pas pensé à te poser la question, un mot très important, les ressources, justement. Un mot très important quand on vit avec une maladie chronique, parce que c'est quelque chose qui, en général, manque beaucoup, les ressources. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une ressource, le lien avec la maladie chronique, finalement, pourquoi on peut en manquer, et comment toi, ça fait beaucoup de questions, mais comment toi tu vas aider tes patients à accéder à retrouver certaines ressources, justement pour pouvoir faire le travail et retrouver la sécurité intérieure. Alors, pour moi, une ressource, c'est tout ce qui fait du bien. Voilà, c'est tout ce qui fait du bien, c'est tout ce qui fait plaisir, c'est tout ce qui fait sourire, c'est tout ce qui fait nous sentir un peu plus joyeux, un peu mieux, etc. Donc, voilà. Donc, déjà, à la base, pour moi, c'est ça une ressource. Après, à quoi ça fait? Une ressource,
ça fait du bien, ça ouvre. Hein, ça va ouvrir. Donc là, quand on parlait là, du système nerveux autonome, un accélérateur frein, ben voilà, ça va plutôt aller vers le frein. Ah, c'est OK, là, il y a quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, donc il va poser un peu la physiologie. Donc, c'est l'idée. Après, il y a deux choses, enfin, une chose vraiment très importante, c'est que quand on souffre de maladies chroniques, hein, on a ce qu'on appelle une physiologie orientée au danger. Et c'est logique, bah, mieux vaut se méfier de tout et de rien plutôt que bah, voilà, de se faire attraper par un danger. Donc le mental, c'est son job, il fonctionne comme ça. Hein, c'est normal, sauf que bah, quand on est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça, on n'a plus accès aux ressources. On est tout le temps en train de, involontairement et inconsciemment, hein, d'être voilà, orienté sur ce qui ne va pas, sur le danger, sur ce qui fait mal, sur ce qui sert. Voilà. Donc, en thérapie, ce qu'on va faire, c'est que on va créer les conditions de sécurité nécessaires pour que la physiologie et le mental puissent réaccéder aux ressources. Hein. C'est-à-dire que si tu as une physiologie qui est en hyperactivation, vraiment pas bien, pas bien, pas bien, et puis alors d'habitude, hein, voilà, l'océan, ça te fait du bien. Ça va rien te faire, hein. Ah oui, mais j'ai mal, ah mais oui, mais ça va pas. Et c'est vrai. Donc, si on crée les conditions, ok, c'est comment maintenant? Est-ce que tu te sens suffisamment confortable? Comment c'est dans tes sensations quand il y a du confort? Comment c'est quand il y a du support, etc. De nouveau, les protections vont lâcher et là, on va avoir accès à la ressource. Ah ouais, c'est vrai, ah ouais, quand je pense à l'océan, voilà ce qui se passe dans mon corps. Et là, ça va être des sensations agréables. Et donc là, ce dont on disait tout à l'heure, ça va augmenter de nouveau, hein, la banque de données des choses agréables. Et plus il y en aura, hein, moins le reste aura de poids. Il sera toujours là parce que bah, si on a toujours mal, on a mal. Hein. Je veux dire, ça va pas changer. Mais par contre, on va pas rester bloqué dans le mal puisqu'on aura cette capacité, hein, cette fluidité de temps en temps. Ah ouais, bah ouais, ah, il y a ça aussi. Ok. Parce que c'est ça aussi qu'on perd hein, dans la maladie chronique, qu'on perd dans le trauma. Hein, c'est la fluidité, la plasticité et la flexibilité. Hein. Donc c'est peut-être ça le plus embêtant quelque part, parce que bah oui, dans la maladie chronique, peut-être on aura toujours tel et tel problème, tel et tel symptôme. Ok. Mais si la physiologie retrouve sa possibilité de passer vers ouais, mais là, on peut se reposer. Ouais, mais là, on peut profiter de quelque chose d'agréable. Sa ressource, hein. Donc là, voilà, on retombe sur les ressources. Sa ressource, ça redonne de l'énergie. Ça redonne quelque chose qui va faire un peu augmenter la capacité à se sentir bien. Et c'est donc extrêmement précieux. Et puis aussi à réaccéder ouais, à cette branche du système nerveux qui fait que, alors on va pas dire qu'on va guérir parce que on va pas forcément guérir de la maladie qu'on a, mais en tout cas on va pouvoir apaiser notre physiologie et ça va quand même soutenir notre récupération et la façon ce que tu disais tout à l'heure, dont on vit la maladie aussi, et ce qui est un point important. Ah bah c'est un point fondamental parce que bah, vivre avec une maladie chronique et être tout le temps mal et vivre avec une maladie chronique et avoir un peu d'espace, un peu d'air, un peu de joie, bah, c'est pas la même vie, hein. Surtout que c'est exponentiel après, hein, dans le bon sens aussi. Oui, parce que comme tu dis, tu crées de nouvelles mémoires finalement, et en créant de nouvelles mémoires, eh bien, et c'est pour ça d'ailleurs que, alors tu l'as dit dans ta présentation, que toi tu travailles sur le trauma aussi. Les gens ils vont se dire mais quel est le rapport entre trauma et maladie chronique? Sauf que bah, d'une, alors je pense que tu me contrediras pas là-dessus, la maladie chronique ça crée du traumatisme. Hein. De vivre avec une maladie chronique c'est quand même une expérience qui peut être très traumatique parce qu'on justement on manque de ressources pour faire face et il y a beaucoup de choses auxquelles faire face. Et puis qu'au niveau physiologique, eh bien, on va retrouver le même type de fonctionnement finalement, que ce soit lié à un traumatisme, que ce soit lié à la maladie. Dès le moment où on doit fonctionner en dehors de notre fenêtre de tolérance et on a toutes ces réactions là qui se surajoutent, on perd notre sécurité intérieure et c'est pour ça que toi tu es amené à travailler finalement sur ces deux volets-là et j'imagine de la même manière finalement. Ah mais de toute façon, quelque part, je pourrais même dire que je travaille que sur le trauma. Parce que quand on considère que le trauma,
quand je disais tout à l'heure, donc bah, le figement, hein, quand il y a le frein à main qui s'active, etc. Puis après, ben, quand la menace passe, le frein à main il se désactive, puis on continue notre vie. Dans le trauma, ce qui se passe, c'est que le frein à main il reste bloqué. Hein. C'est quand le figement dure au-delà de la menace, ok? Ou quand la menace elle est permanente. Donc, de toute façon, le cœur de l'ASE, c'est travailler avec le trauma, hein, puisqu'on crée les conditions nécessaires et suffisantes pour que ce figement, cette protection, n'ait plus de raison d'être, lâche, et puis après, ben voilà, on peut travailler ce qu'il y a à travailler en termes notamment d'activation. Hein, parce que avant d'arriver dans le figement, il y a beaucoup de marche ou crève. Hein. Dans la maladie chronique, c'est quelque chose de très, très connu. Hein. Oui, ce qu'il faut dire aux gens qui n'ont pas, qui n'ont pas cette connaissance du système nerveux, sur les réponses finalement du système nerveux, c'est que le figement arrive parce qu'il y a trop d'activation et que c'est une protection justement. À un moment donné, l'activation est tellement forte, on est tellement plein d'hormones de stress que pour nous protéger, le corps se met en mode qu'on appelle freeze, gel, et où on, comme tu disais tout à l'heure, où on est complètement figé et où finalement on fait le mort, quoi. C'est vraiment une réponse automatique qu'on ne contrôle pas et comme tu dis, qui est là pour quand il y a beaucoup d'activation, quoi. D'où le fait que toi tu proposes un travail en douceur, enfin la somatic experiencing c'est le principe, où tu vas aller, tu peux peut-être nous expliquer justement comment tu travailles avec les gens, où tu vas aller vraiment tout doucement, tu vas pas directement rentrer dans la sensation, mais tu vas aller petit à petit prendre des petits, enfin si je me trompe pas sur le fonctionnement de la SE, mais des petits bouts pour pouvoir les traiter petit à petit pour pas laisser la personne dans un état d'activation trop important, mais pour pouvoir lui permettre de sortir finalement de cette réponse de gel. Comment tu travailles, toi, du coup, avec tes patients sur ce que tu leur proposes tu nous as déjà dit un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, par rapport à ce que tu es en train de dire précisément, donc toujours pareil, créer les conditions, etc. Et quand je dis créer les conditions, des fois ça peut durer des séances et des séances. Hein. Euh, voilà, ça va dépendre. À la fois, c'est une nouvelle langue qu'on apprend, souvent. Hein. Et puis bah, quand on a beaucoup d'activation, voilà, quand on a beaucoup de choses vraiment très très difficiles qu'on a vécues, il faut vraiment prendre le temps de créer ces conditions. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que on va aborder un sujet, par exemple, ouais, j'ai tout le temps mal, etc. Donc, vers quoi veut aller la personne? Donc, vers quelque chose où c'est plus facile. Bon, bref. Et quand elle va penser à, bah ouais, l'autre jour, voilà ce qui s'est passé. Et tout de suite, dans la physiologie, vraiment physiquement, il y a quelque chose qui va se passer. Ah, il y a une contraction, il va y avoir. Donc ça, c'est vraiment la réponse à la menace. Hein. Quand il y a une menace de douleur, hop, quand il y a la mémoire de la menace à la douleur, hop, donc ça, c'est la trace. Et bien, on va travailler juste à ce niveau-là déjà, hein, pour permettre à cette contraction-là de lâcher. Donc, rebelote, créer de la sécurité, utiliser les ressources pour que ça lâche. Et ensuite, on peut continuer. On revient dessus éventuellement pour voir si vraiment, OK, bah, ce petit bout-là, ça c'est OK, etc. Parce que ce qui se passe donc dans le trauma, c'est qu'en fait, donc, il y a le figement. Donc ça, en créant les conditions de sécurité nécessaires, à un moment donné, ça va lâcher. Et puis en dessous, il y a la réponse à la menace qui était combat-fuite, hein, qui est bloquée. Elle n'a pas pu aller au bout, donc elle est bloquée. Physiquement, elle est bloquée. Et donc, il va y avoir aussi l'achèvement de cette réponse. Donc, une fois que ça défige, bah, cette réponse peut s'achever. C'est là que le corps aussi entre en jeu parce qu'il va y avoir des mouvements. Il va y avoir combien de gens font ça, stop, pour se protéger. Combien de gens ont les jambes qui commencent à courir. Alors, personne ne va courir en séance, hein, je te rassure. Mais voilà, il y aura des mouvements, des micro-mouvements, puis nous, on va soutenir ça. C'est comment dans tes sensations quand tu sens que ça court. Et là, il va y avoir un soulagement parce que ça y est, cette réponse-là, elle est achevée, ça court, ok. Donc c'était une réponse qui était bloquée en fait. Et on va y aller donc petit bout par petit bout. Hein. Dès qu'il y aura un micro-bout de quelque chose qui ne va pas, hein, que ce soit une émotion douloureuse, que ce soit une crispation au niveau du corps, que ce soit le cœur, beaucoup le cœur qui accélère, où les gens ont vraiment cette sensation désagréable que le cœur bat trop vite, etc. On s'occupe de ça. On crée
les conditions de sécurité, de ressources pour que ça s'apaise, pour que l'émotion puisse suivre son chemin en douceur, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses intenses, mais ça se passe toujours très, très naturellement et très en douceur. Oui, donc ça me fait penser, en fait, quand j'ai dit que j'allais faire une vidéo avec toi sur Instagram, j'ai demandé aux gens s'ils avaient des questions. Et il y a plein de gens qui m'ont dit bah, comment on va travailler, comment travailler quand, par exemple, on souffre d'anxiété, comment travailler si c'est un trauma, comment travailler si c'est une dépression. On peut dire que tu vas travailler en quelque sorte de la même manière parce que tu vas toujours prendre cette porte d'entrée qui est la sensation pour pouvoir aller travailler ce qui a besoin d'être travaillé, si j'ai bien compris. Ouais. Oui, oui, absolument. La sensation et la conscience de la sensation, et les pensées qui vont avec, et les émotions qui vont avec, et le mouvement qui vont avec. Mais effectivement, la conscience de la sensation. Oui, parce que là, on parle beaucoup corps, enfin corps, conscience du corps. Mais est-ce que tu as toujours dans ta pratique et dans la somatic experiencing, est-ce que tu as un travail cognitif qui va avec? Est-ce qu'il y a un travail sur les émotions? Est-ce que c'est des choses que tu as intégrées de ton ancienne pratique parce que tu as pratiqué des années sans travailler avec la sensation justement? Comment ça se passe? À quel moment tu réintègres ça? Est-ce que tu as fait un mix de tout ça ou Non, 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 la somatic experiencing, c'est un travail global, en fait. Si l'entrée est la conscience de la sensation corporelle, elle prend en compte tout. Par exemple, tu vas me dire, bah, moi, je pense à ça, à ça, à ça. OK. Qu'est-ce qui se passe dans tes sensations quand tu penses ça? Tu vois? Quand... et pareil, il y a une émotion qui va venir. Ok, déjà, on va créer les conditions pour que l'émotion puisse suivre son chemin et pas rester bloquée, justement, parce que souvent, elle reste bloquée. Donc, créer les conditions de sécurité pour que l'émotion puisse voilà, suivre son chemin. Puis après, par exemple, on va demander, bah voilà, cette émotion-là, si elle avait des mots, elle dirait quoi? Et là, qu'est-ce qui se passe? On a l'émotion, on a la sensation, et puis aussi, on a la cognition. Tu vois, elle dit quoi, elle parle de quoi, voilà. Donc, c'est vraiment un travail extrêmement global et c'est pour ça que ça peut traiter les traumas de choc, par exemple. Ça, c'est très connu, la SE pour les traumas de choc, mais aussi donc les activations de haute intensité, comme l'anxiété, qu'on appelle ça, l'anxiété généralisée, les troubles anxieux généralisés. Voilà. Hein. Mais aussi les traumas du développement, les traumas complexes. Hein. Voilà, parce qu'il y a vraiment toutes ces dimensions émotionnelles, cognitives, corporelles qui sont prises en compte. et je précise pour la personne qui m'avait parlé de dépression que souvent la dépression, il y a énormément de figements derrière la dépression. Donc ça revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et là, c'est pareil, c'est vraiment un travail en douceur parce qu'il ne s'agit pas de lâcher le figement, puis après. Hein, voilà, et la physiologie, elle est bien faite, hein. Elle est bien faite, hein. T'imagines quelqu'un qui est accroché là comme ça à un truc et puis en dessous, il n'y a rien. Mais d'où il va lâcher? Bien sûr que non. Voilà. Donc si on ne crée pas les conditions pour que ça lâche en sécurité, ça ne lâchera pas et c'est super. Est-ce que tu aurais du coup, pour les gens qui se disent ah bah ça m'intéresse, c'est une approche qui me semble vraiment très intéressante. J'irais bien consulter, mais je sais pas qui consulter, comment faire. Est-ce que tu pourrais parce que comme j'ai dit en introduction, bah, malheureusement Eva est victime de son succès. Elle n'a plus de disponibilité pour prendre de nouveaux patients. Mais qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour pouvoir trouver un thérapeute qui travaille comme toi, qui a le même type d'approche? Eh bien, il y a l'association des praticiens francophones de Somatic Experiencing, la APFSE. Voilà, donc sur Internet, il y a tout un listing de praticiens. Ok, je mettrai les liens en description pour les gens si ça les intéresse pour aller voir. Ok. Et si les gens veulent en savoir plus sur la somatic experiencing, est-ce qu'il y a des livres que tu recommandes, des ressources que tu recommandes, ou où est-ce qu'ils peuvent en apprendre plus? Alors, après, ça dépend ce dont ils ont besoin, hein. C'est comme, voilà, donc je ne sais pas. En tout cas, il y a les livres de Peter Levine. Pour le grand public, on va dire les livres de... Oui, Peter Levine, le premier livre, peut déjà leur donner des informations, parce qu'il est très vulgarisé. Ouais, vraiment. Après, il y a mon compte Instagram. C'est pas que je veux me faire de la pub, mais c'est vrai que Ah, mais du il coup, faut.
coup, non, mais c'est vrai que comment on va dire, mon intention, c'est vraiment celle-là, c'est-à-dire bah, rendre accessibles les mécanismes hein, qui sous-tendent cette thérapie qui fonctionne quand même très bien. Donc c'est vraiment ça. Alors après, c'est vrai que je publie beaucoup moins parce que bah, du coup, je travaille plus, mais j'essaye de temps en temps d'alimenter, puis on peut aller piocher voilà, dans les anciens contenus. Je conseille vraiment ton dernier post, enfin je les conseille tous, hein, mais ton dernier post est vraiment très très bien fait sur, si je me trompe pas, sur les raisons qui font que justement, je mets tout en place, je fais tout bien, mais ça marche pas. Mm, J'essaie de guérir, mais il n'y a rien qui change, voire je m'empire. Et ben allez voir le dernier post d'Eva, il explique ce qui peut se passer, c'est vraiment très intéressant et il est mm. vraiment très bien fait, je trouve. C'est gentil, merci. Je te remercie, Eva, en tout cas, d'avoir pris de ton temps pour pouvoir partager ça, parce que je pense que ça va intéresser beaucoup de gens de montrer une autre approche, et puis qu'un psy, c'est pas forcément la vision qu'on en a, qui est encore très marquée du psy avec le divan où on parle pendant des heures, où on élabore. Ça peut être vraiment un Ouais. travail qui peut aller dans le corps, et c'est intéressant qu'il aille dans le corps. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Merci Aurore, merci pour vraiment m'avoir reçu, c'est un grand plaisir, Eh vraiment. ben, plaisir partagé. À bientôt, Eva. Au revoir. Au revoir.